Ce voilier qui taille sa route dans la plume est un voilier de légende. Son skipper l'est tout autant. Penduick II, Éric Tabarly, un couple indissociable en 1964 pour un pari jugé audacieux. Les spécialistes de l'époque se demandent comment un homme allait pouvoir mener seul ce bateau si grand, 13,60 mètres de long. Sur l'Atlantique Nord, Éric apporte la plus belle des réponses. Il gagne haut la main la 2e édition de l'Ostar, la transat anglaise qui relie Plymouth à Newport aux USA. Changement d'ambiance. En 2010, sous le soleil de la Guadeloupe, un trimaran de 33 mètres pointe ses étraves. À sa tête, à nouveau un homme seul, Franck Camas. 9 jours plus tôt, les observateurs donnaient peu de chances de réussite à ce duo hors norme. Franck vient de gagner la 9e édition de la Route du Rhum, la transat française entre Saint-Malo et Pointe-à-Pitre. Entre la victoire d'Éric Tabarly et la Route du Rhum 2014, les marins ont écrit une histoire aux multiples sillages. En 5 chapitres, nous vous proposons de revisiter 50 ans d'aventure humaine, avec ses joies et ses drames. 50 ans d'évolution architecturale et technologique, mais également 50 ans de passion et de ferveur populaire. Elles ont permis à 3 générations de skippers français de devenir les rois des transats en solitaire. Avec ses dépressions et ses anticyclones, l'Atlantique Nord est leur jardin. Un formidable terrain de jeu pour aller au bout de soi-même. L'histoire des transats en solitaire commence en 1960 de fort belle manière. Blondie Hassler est un marin confirmé, un héros de la Deuxième Guerre mondiale. Il va bousculer les traditions. Le colonel Hassler, un jour, dans son club, au Royal Ocean Racing Club, qui est place Saint-James à Londres, met un petit billet comme ça. Moi, qu'est-ce que vous penseriez d'une course à travers l'Atlantique, comme ça, en solitaire, un homme, un bateau et l'Atlantique. S'il y en a que ça intéresse, qui mettent leur nom ou qui me contactent. C'est complètement fou dans ce club où tous les matins on déjeune en cravate et pas question de venir décontracté. Aucun club anglais ne voulait organiser cette course. Et le Royal Western a dit écoutez, nous on est d'accord pour vous donner le départ, mais on n'organise pas. C'est vous qui organisez la course. Donc il y a eu cette première course qui était Plymouth-New York, gagnée par Chichester. Eric a lu les articles sur cette transat qui était passée inaperçue en France. Personne n'en avait parlé évidemment. Et il a décidé de faire cette course, donc de faire construire un bateau pour faire cette course. Et il a demandé à la marine une permission spéciale pour pouvoir courir. Mais la première transhumance, ils étaient 5. Mais alors en 64, là, c'est là où ça change. Il y a déjà plus de monde au départ, il y a déjà plus de concurrents éventuels, et puis il y a un truc un peu nouveau qui vient d'arriver. Non seulement il y a un bateau totalement nouveau, c'est Penduick, mais il y a un bonhomme totalement nouveau, c'est Éric, qui lui arrive avec des épaules un peu plus larges que la moyenne, avec une préparation physique importante, parce qu'il a toujours fait ça, et puis surtout une envie de régater, un régatier, pas seulement un marin. C'est surtout ça ce qui a changé les choses, je trouve. Après Blondie Hassler et Éric Tabarly, un autre homme va jouer un rôle primordial dans l'épopée des transats. Michel Étévenon. Ce publicitaire discret est un des pionniers du sponsoring voile. Les skippers le courtisent, lui demandent conseil. Au printemps 1977, Michel Étévenon annonce la création de la Route du Rhum. 18 ans après l'anglaise, naissance de la transat française. Ce ne sera ni une transat parallèle, ni une transat copie. Ce sera une nouvelle course. Il y a de la place pour des nouvelles courses. Et une course qui sera conçue en fonction, si vous voulez, de l'évolution du temps. Une transat qui sera conçue pour mettre en valeur justement ces hommes qui inventent.
victoire d'Éric Tabarly, décoré de la Légion d'honneur par le général de Gaulle en 1964, fait date. Mais c'est bien dans la décennie suivante que les Français vont réellement commencer à se passionner pour les transats en solitaire. Ce chapitre s'ouvre au large de Saint-Nazaire, où le plus grand monocoque de course du monde, 39 mètres, tire ses premiers bords. Derrière la barre à roues de Vendredi 13, un jeune skipper, Jean-Yves Terlin. C'est le début de la démesure, on est en 72. J'ai 11 ans, et évidemment, je le connais depuis tout petit. C'est mon tonton et parrain. Le concept était intéressant. Bon, un monocoque, plus c'est long, plus ça va vite, on va faire long. Bon, comment on peut faire pour faire long? On fait long, d'accord? Puis après, on va diviser quand même la surface de voile. Comment on peut faire? On va faire 3 mâts, 3 phoques, 3 baumes. C'était le bateau le plus simple de la Terre à manœuvrer. 3 petits winches, point bas. Si Jean-Yves Terlin est encore un parfait inconnu, Alain Colas est déjà un marin très médiatisé. Il a racheté le Pendwick 4 d'un Tabarly couvert de dettes. Éric sera le grand absent de l'édition 1972 de la Transat anglaise. Éric se bat pas pour trouver de l'argent. Il dit qu'il se bat, mais il se bat pas en fait. Il fait un rendez-vous, puis il revient, il dit « Oh là là, ça a bien marché. » Bon, mais il va pas au fond des choses, ça l'intéresse pas, c'est pas son truc. Et alors que Alain va sacrifier 80% de son temps à trouver des financements, il s'occupe moins du bateau, mais il s'occupe plus des financements. Colas est un garçon très brillant. Il s'exprime à la perfection, vraiment un pro avant l'heure. Ça rend un peu jaloux autour de lui. Je vois bien les réactions des autres marins. Mais bon, il tire la machine dans un sens inexorable, disons. En France, il y a la bagarre entre le grand monocoque de Jean-Yves, qui est soutenu par Claude Lelouch. Donc ça aussi, c'est un plus. Et puis la bagarre avec Alain. Et alors, ce qui est formidable, c'est qu'ils se croisent au milieu de l'Atlantique. Alors là, bon, toute la presse se déchaîne là-dessus. Enfin, il y a des images et tout. Alors là, c'est pas croyable. En plein milieu de l'Atlantique, les deux bateaux les plus extrêmes de l'épreuve qui se retrouvent. Jamais vu dans toute l'histoire de la voile. Et la messe est dite, première victoire d'un multicoque sur l'Atlantique, en solitaire et même tout court, et ça commence là. La vraie charnière, elle est là, les 72. La vraie charnière du monde moderne du multi, et les transats, elle est là. Bonsoir. Eh bien, nous allons profiter ce soir du répit relatif que nous laisse l'actualité politique pour ce soir parler de la mer, et plus exactement d'un navigateur solitaire qui s'appelle Alain Colas. Alain Colas saura faire fructifier sa victoire. Télévision, radio, conférences aux 4 coins de la France. Il est partout. Pendwick, c'est le mont, c'est inimaginable, un homme ne pourra jamais mener ça tout seul. Il me paraît difficilement concevable qu'on puisse aller plus loin avec ces deux bateaux, parce que tout de même, il faut rester une dimension humaine. Quatre ans plus tard, il crée la surprise. À Marseille, la romancière Edmonde Charleroux, épouse du maire Gaston Defer, baptise un nouveau géant, le Club Méditerranée, 72 mètres de long. C'est dans le personnage, il faut plus grand, plus fort, plus vite, plus long. Donc il conçoit ce bateau. Toute la presse régionale participe au financement de Club Méditerranée. Toute la presse régionale est derrière Alain. Et là, il y a deux choses. Il y a l'apport d'argent, et puis il y a l'ouverture sur le monde, puisque tous les journaux en parlent. Et tous les journaux parlent d'Alain. Donc c'est là qu'il joue bien, qu'il fait bien son métier. En baie de Plymouth, sur la ligne de départ de la Transat anglaise de 1976, 126 concurrents. Parmi eux, le géant Club Med. Mais un autre bateau est hors norme. Pendwick 6, monocoque de 22 mètres, conçu pour être manœuvré par 14 hommes d'équipage. Éric s'engage lui aussi dans un pari fou. Le duel Tabarly-Colas est en place. Il tiendra la France en haleine pendant plus de 3 semaines. Deux typologies totalement distinctes. Il y avait le breton militaire, taiseux, très innovateur techniquement, mais le grand public ne s'en rend pas bien compte. Et puis de l'autre côté, on a Colas, le Nivernais, sur son bateau trop grand pour l'imaginaire moyen, qui s'appelle Club Med en plus. Donc déjà une marque commerciale, la civilisation des loisirs.
au-delà du duel maritime, c'est un duel symbolique qui est très intéressant. Et ces deux personnages, ces deux personnalités sont les deux faces d'une même pièce qui est celle de l'appropriation par les Français de la voile à cette époque-là. Mais ce qui était fantastique dans cette course de 67, c'est qu'on ne savait pas où était Éric, quoi. Colas communiquait énormément. Il aimait qu'on parle de lui. Alors, je me souviens d'un jour, il transmet sur Europe 1 oui, mon bateau file à 18 nœuds, la mer est belle, les vagues sont bien formées et tout. Et à ce moment-là, on entend la voix de, je crois que c'était Jean-Claude Parisis, sur son bateau, qui dit « Mais qu'est-ce qu'il raconte, Alain ? Je suis à 100 mètres de lui, on est complètement encalminés tous les deux. » Bon, chacun communiquait comme il le pouvait. Éric, partout en France, il faut le dire, on s'est inquiété. Absence de nouvelles totale de votre part. Était-ce volontaire ou étiez-vous dans la possibilité d'en donner? Et je pense que j'aurais pas pu parce que là, hier après-midi, j'ai voulu appeler ici pour dire que j'arrivais. Et puis l'appareil ne marche pas. Alors. ou j'ai pas su le faire marcher peut-être. Ça va être une des transats les plus dures. Il y a 5 dépressions énormes. À tel point que Éric me racontait après l'arrivée que lors de la 5e dépression, qui était la plus forte, il avait été obligé d'amener la grand voile parce que le bateau ne pouvait plus tenir. Et quand il lui fit d'amener la grand voile, il n'a pas eu la force de regagner le cockpit. Donc il s'est attaché au pied du mât. Il m'a dit, je suis bien resté une bonne vingtaine de minutes avant d'avoir la force pour pouvoir repartir à 4 pattes pour aller jusqu'au cockpit. Avec cette nouvelle victoire, Éric devient le sportif préféré des Français. Grâce à lui, la voile en solitaire entre dans tous les foyers de l'Hexagone. 2 ans plus tard, en 1978, la première édition de la Route du Rhum enfonce le clou. Moi, j'ai assisté donc à la naissance de la Route du Rhum, puisque je travaillais à 2 mètres de Michel et Thévenon, entre 113 et 119. Et tous les matins, c'était vraiment 1 kilo de peau de banane de la Fédération française de voile devant la porte de l'agence Maillard. C'était incroyable. Elle est contre complètement. Quel est ce petit publicitaire qui tout d'un coup s'arroge le droit d'organiser des courses? Mais qu'est-ce qui lui prend? Mais d'où est-ce qu'il sort? Et donc là, ils font sécession un peu. Et puis, ils renouent des liens aussi. Les routes maritimes, la Transat anglaise, c'est quand même Angleterre-États-Unis, c'est-à-dire une logique anglo-saxonne. Hein. On rejoue les Pilgrim Fathers. Là, on va rejouer, je dirais, le rapport des Français à leur colonie. Alors, c'est le succès parce que Michel est très habile. Bon, il va d'abord former très vite un partenariat. Et l'équipe deviendra le journal officiel de la Route du Rhum. C'est au moins 1 an et demi avant le départ. Il y aura pratiquement toutes les semaines un papier dans l'équipe. Et parfois, une demi-page, parfois 1 page. Sur les projets, les bateaux, les concurrents, les plans, des interviews. Les grands médias comme Paris Match, VSD se passionnent aussi. Il y a beaucoup de papiers. Il y a plusieurs choses qui sont arrivées dans ces années-là. Il y a effectivement le fait que les médias s'intéressent, tout le monde en parle, et puis il y a l'arrivée des partenaires financiers, des sponsors, quoi, qui vont venir commencer, pour la première fois, qui vont commencer à arriver et à financer des bateaux. L'image qui me restera toujours la plus forte, c'est un ruban lumineux de 10-15 km de long, qui n'est constitué que des caravanes et que des voitures qui sont là stationnées dans la lande, certains depuis 1 semaine, pour que les occupants aient leur place sur le Cap Fréhel pour voir les bateaux venir virer. Et ça, je n'ai vu ça nulle part dans le monde. Tout d'un coup, chaque Français se sent un peu marin. Chaque Français va traverser l'Atlantique par procuration, par passion. Mon père était marin. Alors, et surtout pendant la guerre, il venait en Bretagne, il y a beaucoup d'amis ici. Alors, c'est normal. Moi, je trouve ça très romantique.
Ça peut pas être autrement avec tous ces bateaux qui vont à l'aventure. C'est peut-être une des dernières choses romantiques. Après une semaine de folie, les 38 marins inscrits goûtent enfin à la solitude. Les balises de positionnement Argos n'existent pas encore, et seule la station Saint-Lys Radio permet de garder un lien avec les skippers. J'ai mis au moins 2 heures à récupérer ce putain de spi, et en plus il est en lambeau. J'ai l'intention de continuer sans m'arrêter à toi. En plus t'es pas trop mal placé, t'es pas trop nord, lambeau à toi. Ouais, puis je continue à faire du sud, là, je vais plein sud à toi. Le plein sud ne paraît pas être la meilleure route, hein. Non, mais j'ai exagéré en disant plein sud, c'est parce qu'il y a des oreilles ennemies qui nous écoutent. Après 23 jours de mer, une arrivée d'anthologie ancre la route du Rhum dans l'histoire. Pour 98 secondes, le petit trimaran jaune du Canadien Mike Birch a eu raison du grand monocoque de Michel Malinowski. Donc ça, c'était un boom fabuleux. Et comme le dit Michel Yvenon dans le livre de ses souvenirs qu'il publiera plus tard, et il dit, la cerise sur le gâteau, c'est qu'ils arrivent à 1h de l'après-midi en Guadeloupe, qui correspond pratiquement à l'ouverture du journal télévisé en France à 8h du soir, 6 heures plus tard. Quoi. Donc ça, c'était... on ne pouvait pas rêver mieux, quoi. On ne pouvait pas rêver mieux, quoi. Michael Birch est en train de rattraper, ça y est, il est à la hauteur, exactement à la hauteur, les deux hommes sont à 10 mètres l'un de l'autre. Malinowski regarde Michael Birch, ça y est. Michael Birch est passé, il a déjà 10 mètres d'avance sur Michel Malinowski, c'est lui le vainqueur de cette première transat française. Allez vite, allez toujours plus vite. Les transats en solitaire sont des aventures, mais seule la victoire est jolie. En 2006, Lionel Lemonchois s'offre un Rhum Express. Une semaine lui suffit pour rallier Pointe-à-Pitre. Mike Birch, en 78, avait mis 23 jours. Cette accélération fantastique sur la Grande Bleue, on la doit à une recherche tous azimuts. Au début des années 80, toutes les clés du développement sont réunies. Les transats anglaises et françaises se succèdent dorénavant tous les 2 ans. Ce calendrier permet aux skippers d'ébaucher de vraies carrières sportives, aux sponsors d'investir sur du long terme. Mono-multi, c'est fini, ça y est, c'est consommé, mais c'est catatri maintenant. Il faut bien trouver des duels, c'est normal. Toujours trouver des oppositions, qui des deux est le meilleur. On a la chance d'être sur n'importe quel engin à 2 ou 3 pattes, c'est que du bonheur de toute façon. Et alors on se mesure sur des engins qui sont beaucoup plus grands, beaucoup plus petits, peu importe. Mais c'est vrai qu'il y a de tout. L'ensemble du pays, que ce soit ses élites culturelles ou politiques, sont fascinés par les marins dans ces années-là parce que c'est nouveau, il y a de l'effervescence, ça bouillonne de partout, ça fascine, ça fait rêver, ça va au soleil ou ça traverse. Et puis les acteurs, chanteurs, jet-setters qui sont parraines ou marraines le truc, qui viennent naviguer parce que l'esprit est assez convivial. Alors quand on sait que, peut-être pour d'autres courses, ils seront en équipage. Quand on sait que Gênes va parer un engin comme ça, seul, pour la route du Rhum ou pour je ne sais quelle autre course en solitaire. J'ai pourtant cassé la bouteille de champagne du premier coup. Ouais. Ce qu'il fallait faire pour lui porter chance, mais bon, bah... Et il cherchait un sponsor, comme tous, parce que ça coûte très très cher. Et il a dit, si je trouve pas de sponsor, j'appellerai le bateau... plutôt que de l'appeler Couscous Garbit ou des trucs comme ça. Tant qu'il va avoir un nom grotesque, je vais appeler un nom qui va faire rigoler tout le monde. Je vais l'appeler Gérard Lambert, en plus que je t'aime bien, t'es mon pote et tout. Il n'y a pas de question d'argent à l'époque. Il n'y a pas de question. Alors bien sûr, les grands théoriciens, les grands économistes vont dire, ah ben non, il y a un calcul de rentabilité, de retour sur investissement et tout, mais ça c'est pipeau, ça. Ça marche à travers des hommes. C'est-à-dire qu'il y a des hommes qui vont se passionner,
des chefs d'entreprise ou des directeurs de communication de grands groupes qui rêvent d'évasion, et donc ils vont rêver par procuration avec le marin. Alors c'est vrai qu'à partir de l'instant où les bateaux gagnent, là il y a de la presse, il y a des choses, mais ce n'est pas véritablement quantifiable et chiffrable. En 1982, Marc Pajot gagne la 2e édition de la Route du Rhum. Grâce à Elf Aquitaine, Marc a eu les moyens de ses ambitions avec son catamaran spécialement conçu pour la course. L'argent des sponsors ne coule pas à flot pour tout le monde, mais il est bien là pour concevoir des multicoques toujours plus innovants. Le long des côtes bretonnes, les chantiers navals se multiplient comme des petits pains. Une nouvelle génération de constructeurs, d'architectes, de marins prend le pouvoir. C'est à cette époque que se bâtit notre domination sur la pratique de la voile en solitaire. Et puis c'est là où on rencontre les Van Peteghem, les Loriot-Prévost, les Marc Lombard, les jeunes architectes qui vont devenir un peu les références des années futures, c'est pas mal. Les chantiers, les premiers giloliers, enfin, tous les gens qu'on côtoie, que je côtoie maintenant depuis 30 ans. Les bateaux sont quand même relativement fragiles, il ne faut pas se le cacher. Par contre, on a fait de plus en plus de progrès dans le calcul des structures. Donc on affine de plus en plus les structures avec des calculs par éléments finis. Ça nous permet de mettre moins de matière. Donc la matière qui est utilisée est mieux utilisée. En général, les skippers sont aussi constructeurs. Et tous les équipiers travaillaient, mettaient la main à la pâte. Je ne sais même pas s'ils étaient payés. Probablement non. Peut-être que oui. On commençait à payer un peu quand même les équipiers. C'était une famille, quoi. Bon, on concevait le bateau, on le concevait, on l'essayait, on courait avec, on partageait les joies et les défaites parfois. L'innovation est le quotidien de la course au large, avec de jolis ratés, à l'image du foiler Charlet X5 qui ne parviendra jamais à atteindre ses objectifs de vitesse. Le plus spectaculaire loupé est à mettre au crédit du Prao Pacifique Rosière. Sur la ligne de départ de la Route du Rhum 82, le bateau se disloque sous les pieds de Guy Delage, son skipper. L'engin était bien trop futuriste. Ça fait partie de la magie un petit peu. Une fois, ça le fait. Un Rosière, ça a déçu Rosière. C'est sûr que globalement, Rosière, on est sûr de jamais les revoir sur un bateau. Normalement, c'est un peu... Ça fait peur dans une boutique. Mais ça peut faire peur à d'autres sponsors. Autant d'amateurisme. D'un autre côté, si on avait arrêté l'investissement dans les avions au premier crash, on n'en serait pas là à aller sur la Lune, globalement. La structuration est quand même à ses débuts. Après, il y a des coups de main, il y a des gens qui viennent aider à fabriquer. Mais les métiers ne sont pas encore verrouillés. Il y a pas, chacun n'a pas sa fonction et n'est pas le meilleur dans sa fonction. C'est plutôt une sorte de tribu. Des tribus qui cheminent ensemble, qui se recomposent selon les affinités, selon l'argent, le peu d'argent que trouve l'un ou l'autre. Et puis souvent, c'est des histoires qui démarrent au dernier moment. On arme le bateau la veille pour le lendemain. Élevé à l'école Tabarly, Philippe Poupon provoque une vraie rupture avec des pratiques fleurant bon l'amateurisme. Il est l'un des tout premiers grands professionnels de la course au large, avec une équipe structurée autour de lui. On parle alors de méthode à la Poupon. Elle servira d'exemple. Philippe, il est très intéressant parce que c'est le premier marin qu'on voit arriver à la fin du Transat blanc. Parce que pour gérer son énergie, pour travailler sur sa météo, il préférait rester à l'intérieur de son habitat que de passer le temps le nez au vent. Et c'était pas rationnel. Bon, bah, écoute, et si on continue comme ça à 20 nœuds, la Artaud, je vais l'accueillir. La victoire de Philippe Poupon dans la Route du Rhum 1986 marque un nouveau tournant dans l'histoire des transats. Les bateaux, longs de 26 mètres, sont devenus beaucoup trop chers. Les coûts de fonctionnement commencent à effrayer les sponsors. Pour maîtriser cette escalade, les Français décident de limiter la taille des bateaux à 18 mètres 28, soit 60 pieds de long. C'est une période de transition difficile, mais elle est nécessaire. Elle est nécessaire si on veut que ce sport se développe et se perpétue. Et la taille à 60 pieds est une bonne taille.
est une bonne taille. Et d'ailleurs, on va avoir la plus belle flotte de bateaux existants à 60 pieds. Son nom n'est pas entré dans l'histoire, pourtant la victoire de Geoffrey Williams dans la Transat anglaise de 1968 est importante. Geoffrey est le premier à s'être servi d'informations météo spécifiques provenant de la Terre. La révolution technologique est en marche. En 1968, les prévisions météorologiques n'étaient pas d'une grande précision, quoi. Mais on pouvait avertir quelqu'un d'une dépression qu'il allait prendre, où était le centre à peu près, et comment la contourner ou comment l'utiliser au maximum, quoi. Donc Geoffrey Williams est le premier à illustrer l'aide du routage à terre, quoi. La machine va rapidement s'emballer. La faute aux satellites, toujours plus nombreux dans notre espace. En mer comme à terre, la vie va être chamboulée. Pour suivre le rythme, les skippers deviennent informaticiens, apprennent à jongler avec des puissants fonds d'informations météo. Un nouveau jeu commence pour eux. La bonne nouvelle, très rapidement, on a des logiciels de routage qui nous permettaient, en autonomie complète à bord de nos bateaux, en solitaire comme en équipage, de faire notre chemin, de le choisir. Dans ces fameux logiciels de routage, on a des solutions qui sont intéressantes, on a des paramètres qui permettent de dire je veux la meilleure route possible ou la meilleure trajectoire la plus courte possible pour aller d'un point à un autre, en évitant une zone de mer qui dépasserait 10 mètres de creux, une zone de vent qui dépasse 50 nœuds ou 35, et hop, et on va voir ce petit logiciel travailler pour essayer de slalomer entre les endroits les plus dangereux des systèmes météo, ce qui est assez intéressant à faire. Le bond dans les moyens de communication va également changer la manière de suivre les transats depuis la Terre. Avant 1980, les skippers transmettaient par radio des positions pas toujours fiables. Avec l'apparition de la balise Argos en 1979, la voile entre dans une nouvelle dimension. Il suffit d'enlever cet opercule, vous allez retrouver juste derrière un petit interrupteur. Argos vous donnera chaque jour un bulletin de notes de l'homme et du bateau. On ne court plus en aveugle, on fait pas mal. En plus, ça permet aux gens de voir ceux qui se battent vraiment, ceux qui ne se battent pas, ceux qui ont des ennuis. Et donc là, c'est pour les coureurs de dire à leurs sponsors, vous voyez, on va parler de nous 4 fois par jour minimum, vous saurez où on est et tout ça. Bon, donc c'est un plus, ça booste et le sponsoring commence à exploser, quoi. Parce que Argos c'est bien, mais c'est tous les 5 heures. Il n'y a pas une fiabilité totale. Et on n'a pas forcément toute la flotte. Mais on va mettre au point, un peu plus tard, en 85, 87, on va mettre au point avec France Télécom un système où on n'a plus besoin de demander rien à personne. C'est le satellite qui interroge l'ordinateur du skipper sans que celui-ci ait à intervenir. Et on va aller jusqu'à avoir une position de la flotte toutes les 3 ou 4 minutes, quoi. La seule chose que je regrette, c'est pas le fait qu'il y ait des positions, c'est le fait que, parce qu'elles sont automatiques et qu'on n'a pas besoin de transmettre, il n'y a plus de conversation. C'est surtout ça. Le 16 janvier 1998, la station maritime Saint-Lys Radio ferme ses portes. Avant, toutes les communications passaient par elle et seuls les marins pouvaient appeler la Terre. Avec nos téléphones modernes, elle n'avait plus de raison d'être. Ici Saint-Lys Radio, service radiotéléphonique avec les navires en mer. Cette transmission est effectuée au niveau normal de parole pour permettre le réglage des récepteurs de bord. La mer, c'est un élément de mystère. Et plus il y a de mystère, plus c'est fort. Et la radio est pour moi ce qui est le plus important pour transmettre les informations de la mer. Saint-Lys Radio, m'entendez-vous? Oui, alors Saint-Lys Radio t'entend très bien. Quand c'était Saint-Lys Radio, on avait du mal à entendre. Et chaque auditeur imaginait la scène, imaginait la mer, imaginait les bateaux, imaginait les efforts des skippers. Et ça, c'était, à mon avis, très très fort. La chose qui était vraiment géniale quand on était en BLU, c'est qu'on s'entendait, on entendait les autres en conversation. Et donc c'est à ce moment-là qu'on était en stand-by, on était en file indienne en train d'attendre son tour pour parler à telle ou telle organisation. Mais l'intérêt, c'est qu'on pouvait écouter, espionner le cas échéant. Et on était au courant de ce qui se passait, des petites histoires, des sensations à bord des bateaux. Il y avait une vraie communauté de cette transhumance de n'importe quel transat. Maintenant, c'est que de l'individualité qui parle à la même personne
qui raconte 3 fois la même chose, dessus un peu plus de sollicitation, c'est beaucoup plus emmerdant. Tu fais un petit sujet radio bien comme il faut, tu dis quitter, sur quoi tu navigues, et puis tu nous fais un petit truc, un petit sujet bien calibré, 2 minutes maximum, ok? Et puis après, on fera les conneries. Les gens se racontent aux vacations toutes les demi-heures, enfin, si on veut. Ils font des images, donc il y a une sorte de désacralisation, de démythification aussi, de ce qui était une sorte de traversée dans le secret. Hein, c'est la fin du secret. Voilà, là on est à plus de 30 nœuds à bord du deck. Venez avec moi, je vous emmène faire un petit tour dans ces conditions qui sont extrêmement sympas pour le bateau. Réussir à passer entre les gouttes. Voilà. Modernité à tous les étages pour les marins qui ont troqué depuis longtemps sextant, gognos et autres règles cras. Aujourd'hui, ils se filment, envoient leurs images pour les chaînes de télé. Le métier de skipper a bien évolué en 50 ans. Franck Camas, en direct de l'océan Atlantique, tout simplement, c'est la grande classe. Bonjour Franck Camas. On a bien contourné l'anticyclone. Hier d'ailleurs j'étais en vue des côtes d'Espagne. Il y a aussi plein de choses qui rentrent en jeu. Il y a une préparation psychologique qui n'existait pas avant. Il y a l'alimentaire qui rentre en jeu. Avant, les marins partaient, Eric, il partait, il ne s'occupait pas d'aller voir un nutritionniste avant de partir. Hein. Il emmenait son pâté ENAF et puis un peu de vin rouge, et puis voilà. Tandis que maintenant, ils ont leurs petits trucs, ils ont leur petite dose de vitamines, de ci, de ça. Ça change complètement les choses. C'est une évolution dans cette discipline qui a plus un rapport avec les sportifs de haut niveau qu'avec les marins, mais le tout se combine. La métaphore ou la comparaison des marins avec la F1 m'a toujours horripilé, mais ils n'arrêtent pas de la faire parce que je pense qu'ils se vivent un peu comme ça. Ils ont le même rapport à la vitesse, ils ont le même rapport au risque et ils ont le même rapport à la casse mécanique. Mais alors le public, je pense que le grand public, ça l'énerve au plus haut point. Il préférait qu'ils nous racontent qu'ils sont Corto Maltese. Le grand public reste, je pense, un peu demandeur de rêverie et pas de technologie. Pan. Calling any O-Star boat within range. Any O-Star boat, single-handed sailing vessel. Come in, please. Ça s'arrange pas ici, hein, ça s'arrange pas là. Les deux poutres là sont complètement séparés, les morceaux sont séparés l'un de l'autre là et je commence à faire de l'eau là. Comment est le bateau? Il coule. Ben ça fait chier de couler un bateau, c'est tout. Je crois que ce sera la dernière cassette enregistrée à bord du Critère 3. Et c'est pas une réussite ce film. 17 courses. La mer a eu raison. Les abandons sur avarie, les naufrages aux issues heureuses, sont légion depuis toujours sur les transats en solitaire. Mais en ce mois de novembre 1978, l'ambiance est franchement morose. Les premiers sont arrivés en Guadeloupe. Favori de cette première route du Rhum, Alain Colas aurait dû être parmi eux. Pas trop montrer notre inquiétude à propos du sort d'Alain Colas, qui n'est toujours pas arrivé à Pointe-à-Pitre, mais cette fois, disons-le, on a vraiment peur pour lui. On va faire des recherches pendant 3 semaines, on a des avions qui tournent pendant 3 semaines, tout le monde en parle. Stéphane Collarao a une émission à Europe 1 qui est la route du Rhum, et il continue, après l'arrivée de la course, il continue à parler tous les jours, parce qu'il y a Alain qui a disparu. Et ça, tous les Français vont en entendre parler, à travers le drame. J'ai envie de dormir, je m'arrangerais bien d'une paire d'heures de sommeil.
Je suis crevé tout à fait. Mais enfin, là, il faut y aller. Une transat, ça se mérite. L'histoire de Colas est totalement romanesque. Il y a ce fantasme du type grevé de dettes qui en profite pour s'en aller. Il a tout coupé et qu'il dérive et qu'il s'est, je sais pas, laissé pousser la barbe. Et que, voilà, il y a une sorte de... ou qu'il est devenu Robinson Crusoe. Il y a toujours ces fantasmes-là que l'hypercommunication plombe un peu aujourd'hui. Au milieu des années 80, les skippers avaient la folie des grandeurs. Le catamaran Royal, 26 mètres de long, fait partie de cette bande de géants. Il va être mené pour la toute première fois en solitaire sur l'Atlantique. Un véritable saut dans l'inconnu. Sur Royal, on va arriver en 86 avec un mât qui fait quand même 65 mètres carrés. C'est une véritable aile d'avion verticale. C'est un moteur qui est constamment embrayé, quoi. On peut pas l'effacer, on ne peut pas diminuer la surface, on ne peut pas le rentrer. Même à moi, il me fait peur parce que d'abord, il est grand. C'est sûr que c'est un avantage, par exemple, quand on navigue au large, ça donne beaucoup de puissance à la grand voile. On peut amener toutes les voiles et naviguer uniquement avec le mât tout seul. À partir de force 9, le bateau peut chavirer rien qu'avec son mât. Loïc n'avait pas envie de partir. Et Loïc était sur le ponton et il regardait son mât et tout. Et donc je lui dis bonjour, il me dit bonjour. Je lui dis, c'est vraiment impressionnant. Et il me dit, ben oui. Mais tu sentais que... Et Loïc Karadec, crânement, a décidé quand même de partir en 86, dans cette route du Rhum où il va disparaître, alors qu'on avait vraiment des prévisions météo qui étaient à peu près fiables, qui nous signalaient trois grosses dépressions. Et tout le monde lui a dit, mais... Pauvre Loïc, tu vas passer la première, tu vas passer la deuxième, la troisième, tu seras fatigué, tu ne vas plus rien contrôler, tu auras perdu tes réflexes, tu auras envie de dormir, tu vas prendre le bateau sur la tête, quoi. Et c'est ce qui est arrivé. Il n'y avait pas de canot non plus autour, enfin il n'y avait aucun signe de vie à bord. J'ai pas vu de canot à l'eau gonflé, rien du tout, il n'y avait vraiment rien. Moi je suis quand même très inquiète et j'ai bien peur du pire. Alain Colas, Loïc Karadec, mais aussi avant eux les Anglais Mike Flanagan et Mike McMullen, le skipper du trimaran Three Cheers, qui ont disparu tous deux lors de la Transat anglaise de 1976. Si les disparitions restent heureusement des exceptions dans les transats en solitaire, le danger, lui, est toujours là, omniprésent. Avec les multicoques 60 pieds développés dès la fin des années 80, les skippers vont vivre sur le fil du rasoir. Je ne pense pas que ce soit la mise en danger qui attire, mais c'est la gestion de la mise en danger qui est attirante. C'est justement ça, c'est la gestion du risque et l'analyse permanente de tous ces paramètres qu'on a analysés, justement, de météo, de structure, de préparation au préalable. C'est assez passionnant comme métier. Pas de problème. Le problème, c'est que ça mouille. Non. Le fait de devoir essayer de gérer tout seul quelque chose qui n'est pas gérable tout seul. C'est ça le truc. Et à la fois, il faut y aller, hein. Faut pas se laisser impressionner. Faut en rajouter, faut tenir la cadence. Mais c'est très engagé quand même. Vraiment des talents d'artistes ahurissants pour mener ces bateaux-là comme des grands chefs d'orchestre. On ne se rend pas compte de l'expérience énorme accumulée qu'il faut pour survivre, quoi, et pas y rester et pas perdre son bateau, quoi. T'es tout le temps sur le qui-vive, t'es en alerte permanente, t'es dans la jungle.
il peut se passer tout le temps quelque chose. En 8 secondes, tu peux être à l'envers. Donc c'est une alerte totale. C'était l'exercice le plus difficile qu'on ait jamais inventé à la voile, hein, sur les petits 60 pieds. Ils ont vécu pendant 10 ans, sinon 15 ans, hein, sur des bateaux pas très longs, mais hyper voilés, et qui étaient très dangereux. Et je pense que leur appréhension n'était pas liée aux conditions de mer ou de vent avant les transats, mais à le risque de se mettre à l'envers, quoi. Et il y en a quand même beaucoup qui se sont mis à l'envers. Enfin, moi, j'ai vécu l'arrivée de la Transat anglaise en solitaire, 92. J'ai vécu l'arrivée des 2 premiers, c'est-à-dire de Loïc Perron et de Paul Vatine. Et tous les 2 m'ont dit, c'est bien la dernière fois que je mets les pieds sur un bateau en solitaire. Et Loïc et Polo. Ils avaient été véritablement tous les 2 traumatisés par la dernière tempête qu'ils avaient eue sous Terre-Neuve. N'empêche qu'ils ont recommencé 2 ans après. Le risque est toujours là et tu l'as en filigrane, mais surtout tu es dans un état second, quoi. Tu te mets dans un état autre. Et c'est ça que je pense qui est très difficile à comprendre, parce que les gens, quand on les a au téléphone ou qu'on les voit en vidéo et tout, ils apparaissent tout à fait lucides et tout. Je ne suis pas sûr que ce soit le cas. On est dans ça flotte un peu, même dans les têtes, quoi. En 2002, à Saint-Malo, il y a toujours autant de monde à déambuler sur les quais, mais peu savent que les skippers ont créé le multicoque infernal. Les 18-60 pieds inscrits n'ont jamais été aussi sophistiqués, aussi performants, mais seulement 3 d'entre eux arriveront en Guadeloupe. Il y avait une belle flotte, il y avait de l'argent, tous les meilleurs étaient là, et ils se sont tous fait ramasser par une tempête assez carabinée à la sortie du golfe de Gascogne. Et la flotte a été détruite, c'était à la fois une sorte de désastre général, et puis on s'est rendu compte que tout n'était pas normalisé ou hygiénisé, que le risque n'était pas édulcoré. Les façons dont ils ont été récupérés les uns et les autres pendant toute cette tempête au large du Portugal, c'était pas simple, hein. Il y a eu quand même des gens qui s'en sont tirés de façon pas évidente. L'arrière du flotteur ainsi que la crosse du bras s'est arrachée en faisant tomber le mât. Dans des mers complètement chaotiques, un homme tout seul ne peut pas faire face à tout, et que la mer est une grande broyeuse quand elle s'y met, et qu'il peut y avoir quand même beaucoup de casse, quoi. À chaque fois, il y a une seconde, tu te dis, bah non, c'est quand même, où tu n'as qu'une envie, c'est de gueuler. Et puis la seconde suivante, il faut agir. Parce que qu'est-ce qui se passe? Enfin, dans le cas présent, le flotteur qui casse, le machin, il y a le mât qui va tomber, il est sur le gros du bras de liaison, vite, aller chercher une bastaque, trop tard. Et puis voilà. Tout se passe très vite. Tu as juste envie de sauver ton bateau d'abord, parce que pour le coup, c'est un peu synonyme de se sauver soi-même, normalement. Pourquoi se fait-il que presque tous les garçons robustes et sains, à la belle âme, un jour ou l'autre ont un désir fou de prendre la mer, disait Herman Melville, l'auteur de Moby Dick. Comme sur tous les océans du monde, la parité n'a jamais été de mise et ne semble pas près de l'être sur l'Atlantique Nord. Mais il a son égérie. De petite fiancée, elle est devenue reine. Florence Artaud bouscule les codes en novembre 1990, avec une victoire qui bouleverse la France entière. Je n'ai aucun contact avec personne depuis les Açores. Aucun contact avec personne depuis les Açores. J'ai pas mal de problèmes, j'ai failli abandonner. Et vraiment, j'arrive, je me dépêche, quoi. Il y avait quand même une pléthore de coureurs dans cette course-là, avec des bons bateaux, tous bien préparés. Et Florence
magiquement, dans les derniers jours, elle les largue tous, quoi. Débute alors un délire complet sur l'eau et à bord du bateau. Grand moment d'émotion, mais pour nous les journalistes, c'est la cohue la plus totale. Au milieu de ce désordre, Florence Artaud, comme un homme, remet de l'ordre. Elle vient de détruire un mythe, même si elle s'en défend. Elle fait un peu comme Tabarly. Tabarly, en 76, il y a des tempêtes, il met son bateau à la cape, il va dormir. Florence, fait une fausse couche au milieu de l'Atlantique et elle est out pendant une journée, pendant 24 heures, ce qui, sur ce genre de bateau, normalement, tu t'en sors pas. Eh ben si, et elle finit à la Tabarly, sans qu'on sache très bien où elle est. Je pense que c'est ce qui est arrivé de mieux dans ces années-là à tout ce circuit. C'est un conte de fées, quoi. C'est un conte de fées. Michel Thévenon, le directeur de la course, est en larmes derrière elle quand elle reçoit le vase de Sèvres offert par le président de la République des mains de M. Le Pinsec, qui était ministre de la Mer à l'époque. Mais c'était c'était la folie, quoi. Avec la victoire de Florence Artaud, les Français assoient encore un peu plus leur domination face au reste du monde dans cet exercice si particulier qu'est la pratique du solitaire. Laurent Bourgnon renforce encore cette suprématie en s'imposant par 2 fois sur le Rhum en 1994 et 1998. Sur la Transat anglaise, les marins étrangers ne sont pas mieux lotis. C'est simple, notre pays truste les premières places. Il y a des exceptions, comme partout, hein. Il y a quelques marins anglais qui se lancent en solitaire, mais le seul anglo-saxon qui a gagné, c'est Phil Weld, qui n'était pas anglais, qui était américain, et qui gagne d'une façon extraordinaire à 60 ans, c'est formidable. Ça, c'est la Transat anglaise. Les seuls marins reconnus en France sont ceux qui font du bateau tout seuls, si je schématise, et les seuls marins non reconnus partout à l'étranger sont ceux qui font du bateau tout seuls. Il s'est passé un truc. Cette domination sans faille des Français va faire une victime. La Transat originelle imaginée en 1960 par Blondie Hassler. Les Anglais ne veulent plus l'organiser. Ils laissent les Français aux commandes dès le début des années 90. Francis Joyon et Michel Desjoyaux sont les derniers à remporter cette course qui a disparu aujourd'hui du calendrier sportif. Notre emprise sur la voile en solitaire ne fait alors plus aucun doute. Alors nous, on a eu la chance d'avoir Eric qui a lancé ça, puis tous les émules d'Eric derrière qui ont continué et qui ont formé tout un tas de petits gamins qui veulent être Tabarly. Voilà. Et encore aujourd'hui. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'Eric a disparu depuis 16 ans. Et vous n'avez pas un article important sur la voile sans qu'il y ait référence à Tabarly. La France n'a que cette culture-là. N'avait pas de culture maritime avant. Elle s'est créée cette culture maritime-là, celle de un homme, un bateau, un océan. Et que donc, c'est les Français qui restent dans cette trilogie-là, qui est vraie à la fois sur la route du Rhum, sur la Transat anglaise, mais aussi sur le Vendée Globe. C'est pareil. Tout ça, c'est pareil. C'est la même culture française. Et les anglo-saxons, ils aiment l'équipage, en fait. Avec un capitaine, avec des matelots, alors qu'il y a un individualisme français qui a trouvé son expression dans la voile hauturière depuis une 50aine d'années. Faut pas oublier ça aussi, hein. Le multicoque était un bateau mal vu. Jusqu'à il y a très peu de temps, le multicoque, c'est pour les parias, les fous français, les tarés qui vont tout seuls là-dessus. En 2010, la route du Rhum revient à ses origines. Les organisateurs abrogent la restriction de taille établie en 1986. Les multicoques géants, conçus pour tourner autour du monde en équipage ou en solo, sont à nouveau admis. Ces bateaux à plusieurs millions d'euros sont devenus de véritables panneaux publicitaires, avec autour d'eux des stratégies de communication parfaitement rodées. À leur tête, que des skippers français, bien évidemment. Sur les transats en solitaire,
Notre hégémonie a encore de très beaux jours devant elle. Je pense que là, on revient au côté, je dirais, libéral de la voile que la première route du Rhum en 78 avait initié, du style « chacun fait ce qui lui plaît, advienne que pourra, et les Anglais, on les emmerde ».